Alors, moi, le troisième mot que j'ai choisi, c'est C pour croyance. Parce que les croyances, c'est quand même ce qui motive toute notre vie. Là, je suis en train de relire le 5e accord Toltec. J'ai lu les 4 accords Toltec il n'y a pas très longtemps. Hein. Je les connaissais de nom comme ça, bien sûr, mais que ta parole soit impeccable, n'en fais pas une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions et donc faire de son mieux tout le temps. Mais là, le fait de les relire, effectivement, parce que c'est des livres, ça, qu'il faut lire et relire hein, pour vraiment s'en imprégner. Et il insiste bien que, effectivement, dans la vie, il y a ce qu'il appelle, lui, la vérité, qu'il appelle la science, et il y a l'interprétation de cette vérité, puisque nous percevons, bien évidemment, cette vérité à travers nos 5 sens, à travers nos croyances, à travers tout un tas de filtres, et il appelle ça de l'art. Et je trouve ça extraordinaire, enfin, je trouve ça beau, quoi. Donc, les Toltecs se définissent comme des artistes qui maîtrisent le pouvoir de la manifestation, de la conscience et de l'amour, en l'occurrence. Et donc, les croyances, pour revenir encore sur Tony Robbins, qui m'a beaucoup influencé dans les débuts où je me suis intéressé au développement personnel, même si aujourd'hui je le suis beaucoup moins parce que je me suis orienté vers d'autres chemins, mais c'est un homme que j'admire profondément. Et dans un de ses livres, il écrivait que de toute façon, personne ne peut savoir quelles sont les vraies croyances, si les croyances sont vraies ou si elles sont fausses. Et ce que j'aime chez cet homme qui est très pragmatique, c'est qu'il dit, eh bien, comme je ne sais pas quelle est la bonne croyance de la mauvaise croyance, eh bien, je vais croire à quelque chose qui me soutient et qui me fait du bien, plutôt que de croire à quelque chose qui va me diminuer et qui va représenter un handicap pour moi. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est vrai, il a tout à fait raison, parce qu'on a tous et toutes en nous des croyances qui sont héritées de notre famille, de notre éducation, de notre culture, de notre religion, de tout notre environnement extérieur, en fait, et qui nous poussent à croire à certaines choses, pas forcément parce que c'est ce que l'on pense au plus profond de nous-mêmes, mais on a fini par considérer comme vrai ces croyances. Alors, qu'est-ce que c'est une croyance? Si on doit la définir, une croyance, c'est une pensée que l'on a pensé plein de fois. Et à force de penser à quelque chose, eh bien, ça finit par devenir une croyance. Après, ça peut se transformer en conviction. Et quand c'est vérifié de façon empirique, on peut parler de connaissance. Mais la croyance, avant tout, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous, puisque nous percevons notre monde et nous percevons aussi nos sensations donc à travers un certain nombre de filtres. Et ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, eh bien, c'est que quand on a une idée sur quelque chose, c'est toujours parce qu'on croit que c'est vrai, c'est parce qu'on croit qu'effectivement, c'est la meilleure façon d'interpréter ce que l'on a compris, ce que l'on a accepté, ce que l'on a compris, ce que l'on a intégré, pour pouvoir ensuite le mettre en application. Et quand on garde donc ça à l'esprit, eh bien, ça nous permet de rester plus humble, plus ouvert et de se dire, OK, bah, aujourd'hui, j'ai organisé ma vie de telle façon que, effectivement, je pense que les choses doivent fonctionner de cette façon-là, que les gens sont comme ceci, que la vie fonctionne de cette façon-là. Mais tout ça, ce ne sont que des croyances. Et quand on sait que ce ne sont que des croyances, donc que des pensées qu'on a répétées jusqu'à ce que ça devienne, entre guillemets, vrai pour nous, eh bien, on se dit, OK, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, ces croyances sont des choses qui me soutiennent ou est-ce que c'est quelque chose qui m'empêche de tendre vers mes objectifs? Et voilà, et ça, je pense que le développement personnel est très utile et très efficace pour nous sensibiliser sur l'importance de nos croyances et nous amener en fait à utiliser des croyances et à développer surtout et à cultiver des croyances qui nous seront utiles et qui nous feront du bien, mais tout en gardant à l'esprit que ce n'est pas la vérité, que ce n'est simplement qu'une interprétation de ce que nous avons perçu et que c'est donc quelque chose qui à tout moment peut être et doit être remis en question, et c'est le 5e accord Toltec, remettre en question et rester sceptique, le pouvoir du scepticisme auquel j'étais pas très habitué. Et José Elias, qui est là, m'avait dit une fois, Patrice, voilà, le scepticisme était quelque chose d'important pour lui. Je dis, tiens, mais être sceptique, c'est douter. Je n'aime pas douter. Moi, je veux être sûr de moi. Je veux savoir dans quelle direction aller. Je veux avoir la foi. Mais en réalité, le doute nous amène aussi à nous remettre en question et à ne pas tout absorber, à ne pas tout emmagasiner comme ça de prime abord, quoi. Donc,
voilà, le développement personnel, c'est pas simplement uniquement tendre que vers un positivisme à l'extrême, mais c'est aussi utiliser des outils qui nous permettent de nous remettre en question, qui permettent de relativiser qui nous sommes et ce que nous faisons, pour justement garder à l'esprit que ce que nous sommes et que ce que nous faisons, c'est juste une interprétation de ce que nous avons compris, de ce que nous avons pu intégrer. Et c'est bien parce que chacun, à travers son expérience personnelle, peut justement apporter sa pierre à l'édifice parce que nous sommes les seuls à avoir vécu ce que nous avons vécu et à avoir compris et intégré les choses telles que nous les avons comprises et intégrées. Et donc, quand on comprend cela, on se dit, bah oui, on peut apporter une vraie valeur ajoutée dans la manière de mener notre vie. Mais il faut juste garder à l'esprit que ce n'est qu'un point de vue, ce n'est pas la vérité, parce que parfois on a tendance à vouloir faire du prosélytisme à l'extrême, et c'est ça qui est dangereux, et pour les autres, et pour nous aussi. Alors, si je devais garder à l'esprit une croyance, je me suis posé la question, quelle a été la croyance qui m'a été la plus utile dans ma vie? Eh bien, je dirais que c'est déjà le fait que, ce que je crois, c'est simplement le résultat de ce que j'ai pu comprendre et intégrer, et donc ça correspond à un certain chemin d'éveil, mais que ce que je crois peut être en permanence remis en question, parce que ce qui m'a amené jusqu'à maintenant à comprendre la vie telle que je l'ai comprise, à atteindre les objectifs tels que je les ai atteints, c'est rien d'autre que des croyances. Voilà. Est-ce que je me crois capable de gagner de l'argent? Est-ce que je me crois capable d'être en bonne santé? Est-ce que je me crois capable de vivre l'amour? Est-ce que je me crois capable d'être quelqu'un de plus généreux, de plus gentil, de plus spirituel, de plus performant, de plus empathique? Est-ce que je suis… voilà. Eh bien, ça va être en fonction de mes propres croyances, en fonction de ce que j'ai pu croire jusqu'à maintenant. Et donc, comme je disais tout à l'heure sur la loi d'attraction, eh bien, notre subconscient nous conditionne beaucoup pour penser des choses qui ne sont pas réellement qui nous sommes et donc qui nécessitent d'être nettoyées de façon à ce que l'on puisse être le plus conscient possible de qui nous sommes et de ce que nous voulons être, avoir et faire dans notre vie. Ça, c'est très important. Donc, voilà, et ces croyances me semblent indispensables. Et une autre croyance qui m'est très utile, c'est de savoir que quand je suis confronté à une situation difficile, j'ai toujours en moi les ressources qui pourront me permettre de me sortir donc de cette situation et de faire preuve de résilience. C'est une croyance, hein, je pourrais croire que je suis nul et que je suis incapable de gérer ma vie et que je pourrais jamais m'en sortir et que voilà, quoi que je fasse, eh bien, ça rime à rien. À quoi ça sert de bien manger? À quoi ça sert de bien penser? S'il peut m'arriver tout et n'importe quoi, ben non, j'ai décidé de croire effectivement que quand je suis confronté à une situation difficile, eh bien, je dois l'accueillir, je dois l'accepter, mais que j'ai en moi des ressources qui me permettront d'y faire face et donc de faire preuve de résilience. C'est marrant, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, pour rebondir un petit peu sur la croyance, ça me faisait penser à ça. Il y a des personnes qui toquent à la porte, bon, rapidement identifiables au bout de 30 secondes, vous allez comprendre pourquoi, me dit, donc c'est pourquoi, il dit oui, c'est pour échanger autour des croyances. Ok. C'est pour avoir un échange autour de vos croyances, tout ça. Là. Bon, moi j'ai déjà le côté intuitif, mais là c'était tellement. Bon, après, enfin moi, le côté intuitif, voire instinctif de ces personnes-là, m'ont envie de faire penser aux témoins de Jéhovah. Mais peu importe, hein, bon voilà. Et je leur disais, mais vous voulez. Ah, moi, je veux bien qu'on parle de croyances, mais je ne suis pas dans mes heures de travail, parce que les 3/4 des personnes avec qui j'échange les croyances, c'est surtout les croyances limitantes. Si vous voulez qu'on échange autour de vos croyances limitantes, parce que du moment que vous commencez à faire du prosélytisme, vous commencez à vous limiter. Donc, ça a mis coup un peu aux choses, et comme je ne suis pas dans mes heures de bureau pour vous recevoir, je vais toujours par l'ironie, un peu par le cynisme, mais bon, avec j'ai une histoire particulière avec des personnes comme ça qui fait que maintenant, je ne peux que passer par une certaine forme d'ironie avec le sourire. Mais toujours avec le sourire de leur souhaiter une bonne journée, évidemment, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pour ça me faisait rebondir un tout petit peu à ça, parce que c'est échanger autour des croyances, il y a toujours derrière l'amorce et le petit fantôme du prosélytisme qui va, je dis toujours, dans certains cas, je parle, hein,
mais qui va arriver parce que le prosélytisme, c'est l'art de croire à quelque chose et de ne pas se sentir en sécurité avec ce qu'on croit. On est tellement pas en sécurité avec ce qu'on croit qu'on a besoin du nombre autour de nous. Plus on est nombreux, plus on est nombreux à croire à la même chose, plus on se sent en sécurité. Ça nous conforte. Voilà, c'est exactement ça. C'est le prosélytisme commence là. Voilà sur quoi je voulais rebondir sur la croyance que tu as, en tout cas, que toi, à ta manière, tu as bien exposé dans ta vision des choses. Moi, au niveau du C, je voulais. Alors là, pour le coup, on part sur un autre aspect qui est le corps. Forcément, le corps, notamment, que ce soit en sophrologie ou d'autres formes thérapeutiques, psychocorporelles, le corps ne ment jamais. Le mental, pour pas mentir autant qu'il veut, le corps ne mentira jamais. L'exemple le plus simple, hein, tu vois arriver les personnes qui viennent devant toi et qui vont te dire moi, je suis pas stressé. Hein. Qui c'est qui ment? C'est le corps qui fait ça ou c'est le mental? Dans la communication non verbale, la communication de la posture, elle est imparable. Elle est, voilà, ça ne ment jamais. Et donc, c'est pour ça que le corps mémorise pas mal de choses, mémorise les choses les plus inconscientes. Et c'est intéressant de travailler avec, et encore plus travailler avec, parce que c'est le véhicule de notre vie. Si on est incarné dans un corps, c'est bien pour vivre avec. N'en déplaise aux personnes qui prennent le transhumanisme, qui disent que le corps c'est de la merde. C'est intéressant leur truc, hein, voilà. Mais bon, passons. Mais n'empêche que c'est notre véhicule, et lorsqu'il nous arrive des broutilles en santé, c'est toujours à ce moment-là qu'on y pense à ce véhicule. C'est toujours lorsque le corps nous donne ces signaux d'alerte d'une maladie dite, le mal a dit, forcément, si on emploie la langue des oiseaux. Mais voilà, la langue des oiseaux, ça ne ment pas aussi. Le mal a dit, donc qu'est-ce que la maladie dit de nous? Qu'est-ce que cette douleur dit de nous? Et c'est intéressant pour ça de travailler avec la notion corporelle, de voir ce qui en est du corps, de travailler dessus, de travailler aux fondamentaux du besoin corporel. Et parmi les fondamentaux, la respiration. Combien de personnes respirent mal? Moi, en premier, il y a très très longtemps. Donc, ayant fait l'expérience de mal respirer, quand tu fais après l'inverse, tu comprends, voilà, tu inverses la pièce tu inverses les faces d'une pièce et tu comprends un petit peu l'envergure de ce que c'est que bien respirer, mal respirer. La respiration, c'est la vie, et respirer, apprendre à respirer d'une certaine façon, respirer avec la forme de tension. Bon, je ne vais pas partir sur des trucs techniques, hein, par rapport à ma thérapeutique, mais le savoir se reconnecter à son corps, c'est tout aussi important, puisque la déconnexion à son corps, c'est là où tout commence à partir un peu en cacahuète parfois. Se déconnecter du corps, c'est là où on commence à voir les zones de tension, c'est là où on commence à voir les zones d'angoisse, c'est là où on commence à avoir le doute, puisqu'on n'est plus habité, puisqu'on est, selon l'expression, à côté de ses pompes. À côté de ses pompes, c'est qu'on n'habite plus son corps. Et ô combien c'est important justement de se refocaliser, voilà, j'ai cette main, je vais la toucher, j'ai ma respiration, je vais voir comment je respire. Peut-être je respire si je fume trop, voilà, quelle est ma respiration. On peut même, un truc qui est assez intéressant à faire, c'est avec les arbres. Se placer près d'un arbre et voir comment on respire devant un arbre, et on peut être surpris à respirer différemment avec un autre arbre. C'est ma manière à moi de me connecter aussi aux arbres, d'une certaine façon. Et voilà, donc et on peut parler aussi, pour finir sur le corps, du corps intuitif, parce que j'ai placé le i sur mon intuition, donc je ne vais pas tout en dire d'un coup là-dessus, mais ça fait partie aussi des ateliers aussi que je peux proposer, qui sont la reconnexion au corps intuitif. Comme on dit, le corps ne ment jamais.
Et l'intuitivité dans le corps, certains, quand on en parle d'intuition, voient la fameuse image du troisième œil, assis en posture du yoga et travailler dans la conscience. Et non, l'intuition commence travail d'abord par un travail sur le corps. Je ne dis pas tout, je verrai ce mot intuition et se reconnecter au corps intuitif, il y a un choix à faire. La finalité, c'est lorsqu'il y a un choix à faire, d'abord le sentir dans le corps. D'abord écouter le cœur. Écouter le cœur, c'est ce qui est le plus dur. Et écouter les ressentis du corps, du cœur, le corps, c'est ce qu'il y a aussi de plus intéressant à faire, parce que être à l'écoute des besoins, nos propres désirs, c'est être à l'écoute de son corps aussi. Voilà pour le corps. C'est très bien, Nicolas. Tu vois, j'aurais pas pensé, moi, à mettre le mot corps, justement, dans le domaine du développement personnel. Et je m'aperçois qu'il y trouve toute sa place, quoi. Et juste pour compléter quelque chose, c'est Ivanov, Mikhail Omram Ivanov, que j'ai suivi depuis plus de 30 ans, qui avait fait une analogie avec la nature. Et il disait, le soleil est trop subtil pour pouvoir toucher le rocher. Et donc, le soleil, qui fait référence à l'esprit, va chauffer l'air et créer du vent. Le vent, c'est la pensée, qui va pousser l'eau. L'eau, c'est le sentiment, qui va éroder le rocher. Donc, le soleil ne peut pas éroder un rocher, mais en chauffant l'air, il peut créer du vent qui va créer des vagues qui vont éroder un rocher. Et bien, de la même façon, notre esprit est trop subtil pour pouvoir toucher notre corps, et donc, il va de manière intuitive influencer notre mental, qui lui va produire des pensées, qui vont engendrer des émotions, et qui va changer la biochimie de notre corps, et donc qui va impacter notre corps avec des humeurs, etc. Et j'avais trouvé cette analogie fort intéressante. Donc, et merci d'avoir choisi ce mot, parce que tu vois, ça qui est intéressant dans ce type d'échange, c'est qu'on a tous une perception spécifique du développement personnel. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris des Américains, parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de Français qui faisaient du développement personnel. Et donc, c'était des livres qui étaient traduits la plupart du temps donc par des sociétés d'édition françaises, et j'ai été beaucoup imprégné par une culture américaine liée au développement personnel. Même si de plus en plus aujourd'hui, je me porte de plus en plus vers une quête de spiritualité en toute humilité. Alors, mais pour finir, juste une parenthèse, il y a pas mal de thérapeutes, de thérapeutiques autour du corps qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Hein. Je pense aussi à la kinésiologie. Quand tu dis le corps ne ment jamais, tu peux retrouver des mémoires. Bon, on va pas parler de mémoire, vie, tout ça. On va rester dans la vie actuelle. Mais tu peux trouver mémoire, de mémoire karmique, de mémoire transgénérationnelle. Voilà. Non ou pas, mais ça fait partie aussi du jeu, quoi. Voilà. Mais le corps peut te mémoriser pas mal de choses, et donc tu peux valider ou pas si une mémoire est encore présente. Et c'est le corps qui répond par certaines techniques de tests musculaires. C'est pour ça que vraiment les thérapeutiques psychocorporelles sont d'autant plus intéressantes. Voilà, pour finir.